jeudi après, moi, je me souviens, il y a le CTO de BPI-France qui nous appelle et qui nous dit en fait l'État va proposer des prêts garantis par l'État. Il faut une plateforme qui avait 300 milliards de prêts possibles. Et donc, tu as 5 jours pour concevoir une appli, la développer, l'héberger. Et puis, d'un point de vue infra, il est hors de question que ça tombe parce que c'est un peu c'est l'image de l'État qui est en jeu. Quand même, les postes qui servent, c'est les gens qui permettent de manger, qui permettent de soigner. Moi, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, tu comprends à quoi tu sers, quoi. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les verres du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Aurore, comment vas-tu ? Salut Mathieu, écoute, ça va bien, à Lyon actuellement. C'est pas une habitude, mais tout va bien. Qu'est-ce que tu fais à Lyon ? Je vais courir la Saint-Élion pour la petite histoire ce week-end. Alors pas tout à fait Saint-Étienne-Lyon, moi je fais que 24 km, mais de nuit par -4, donc une légère appréhension, presque plus que pour ce podcast. Ouais, très cool, ça fait longtemps que tu fais ça ouais. Ça fait 3-4 ans que je cours du trail, mes premières fois de nuit. C'est grande première. Okay. Ouais, gros challenge pour toi. Mais je connais de loin, j'ai des potes qui font ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup comme performance, je trouve. Mais j'ai assez hâte de voir l'ambiance. C'est vrai qu'il y a, je crois, 17 000 personnes de nuit. Ça va être sur plusieurs courses, mais bon, je pense que ça va être sympa. Ah ouais, j'avoue, énorme. Ok. Bon, écoute, excellent. À côté, enregistrer un podcast, effectivement, c'est pas grand-chose. C'est plus confort au chaud, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, génial, cool, Aurore, là-dessus. Et écoute, donc bienvenue sur Tronche de Tech. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir. Merci de m'avoir invité, surtout. Ouais, avec plaisir. Donc le principe de Tronche de Tech, on va parler de toi, de ton parcours, de comment t'es arrivé un petit peu dans la tech. Et pour ça, donc j'ai une liste de questions qu'on va dérouler ensemble. Mais avant qu'on attaque la liste de questions, j'ai un petit challenge pour toi, c'est de te présenter en 3 phrases. En 3 phrases, ok. Je m'appelle Aurore Malherbe. Je suis cofondatrice et directrice technique, CTO de Paddock, qui est une entreprise qui fait du cloud et de la sécurité dans le cloud. Ça fait 2 phrases et la 3e phrase, je dirais que je suis une tech pas forcément geek et puis j'aime bien d'autres choses comme courir de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. Ok. Et écoute, cool. Ça a l'air d'être un beau parcours, donc on va rentrer dans le vif du sujet si ça te va. Ouais. Donc ma première question pour toi, c'est comment tu arrives finalement dans le code, dans la tech, un petit peu, c'est quoi ton parcours ? Alors cette question, elle me fait toujours rire parce que j'y suis arrivée hyper tard, alors que j'aurais pu y arriver très tôt. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est administrateur de base de données. Donc plutôt geek pour le coup depuis un bout de temps, et c'est vrai que moi j'avoue que quand j'étais au collège je voulais faire tout sauf de l'informatique, notamment parce que j'ai des souvenirs de mon père qui rentre à minuit 1h parce que il y a des serveurs qui sont tombés, que ça doit marcher le lendemain, etc. Donc j'avais un peu un côté de c'est obscur, t'es face à un ordinateur et puis en plus ça tombe tout le temps, quoi. Ouais. Si je caricature. Et puis je suis un peu têtue, j'ai un peu l'esprit de contradiction aussi, donc je pense que ça m'allait très bien de pas faire comme papa, on va dire. Donc ça c'était pendant jusqu'à mes 20 ans, je pense. Je me suis dit que je voulais bosser dans le monde de l'énergie, pas faire de tech, etc. Donc je suis arrivée en école d'ingé généraliste. Et en fait, j'ai commencé à faire des stages plutôt en gestion de projet en énergie. Et là, je me suis rendu compte que le truc le plus rapide à développer dans le monde de l'énergie, alors à l'époque et sous mon prisme à moi, je dis peut-être s'il y a des auditeurs qui sont hyper calés dans le domaine, je dis peut-être des énormes bêtises et j'en suis désolée, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que le truc qui était le plus rapide à développer, c'était une éolienne et c'était déjà 7 ans. Okay. Et moi, il y a une qualité que je n'ai pas, c'est que je ne suis pas patiente. Donc 7 ans, ça me paraît hyper long. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, si tu fais pas de gestion de projet dans l'énergie, qu'est-ce que tu peux faire ? Puis
pense qu'il y avait mon côté ingénieur qui se réveillait de créer quelque chose, en fait, de faire quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, 20 ans, il est temps d'arrêter d'être têtu. Peut-être que tu peux regarder ce que fait ton père. Et du coup, j'en ai pas mal parlé avec lui. C'était marrant. Et donc, il a trouvé un copain qui avait besoin d'un logiciel pour sa menuiserie. Et du coup, j'ai pris le site du zéro à l'époque, Open Classroom maintenant, et j'ai appris à faire du Symfony et je codais ça. Et mon père, il essayait de me donner des conseils. Et en même temps, il me disait, tu sais, je suis pas forcément développeur, moi, je ne sais pas si c'est bien. Mais c'est intéressant parce que ça m'a appris 2 trucs, ce projet. C'est qu'en vrai, son pote, il avait absolument pas besoin d'une application, il avait besoin d'une feuille Excel bien foutue. Donc ça, c'est quand même un truc, on a souvent tendance à recoder la roue. Mais un truc, je pense, qui m'a appris et qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'en fait, il m'a fait coder sur un serveur en prod direct. J'avais acheté un serveur, je sais plus où, peut-être sur OVH. Et en fait, j'avais une prod et je me rends compte que coder en prod la première fois, c'est pas forcément ce que tout le monde fait. Mais ça veut dire quoi que tu codais en prod? Ça veut dire que t'avais un terminal distant et tu modifiais direct le code? Je codais sur mon ordi, mais je faisais des SCP, j'envoyais sur le serveur et du coup, je regardais ce que je faisais sur la prod. Ah oui, tu faisais pas tourner en local, en fait. Okay. Exactement. Okay. Exactement. Et c'est marrant parce que après, tu te rends compte que dans la vraie vie, tu codes pas du tout comme ça, mais quelque part, ça m'a donné un certain focus à la prod, quoi. Ouais, j'avoue, c'est marrant. Ouais. Okay. Donc voilà, mon premier souvenir de code, c'est ça. Et puis pour la petite histoire, à ce moment-là, j'étais en stage en Asie. Donc j'ai l'image des premières fois où je codais, c'était dans la table du salon de ma coloc à Bangkok. Donc voilà, assez loin de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ça mon premier souvenir. C'est marrant. Et du coup, j'imagine t'avais un ordi à la maison avant. T'avais quand même utilisé l'ordi. T'avais jamais eu cette attirance pour le code, cette appétence-là? Non, moi j'étais pas trop geek, on était très j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de cousins et c'est vrai qu'on nous envoyait souvent dehors pour que ça fasse pas trop de bruit, honnêtement, et c'est vrai qu'il y avait l'ordinateur mais il y avait un temps limité par jour et puis alors, j'ai l'impression que ça fait vieille de dire ça mais moi je me souviens à la maison quand on se connectait à internet, ça faisait du bruit, on pouvait pas téléphoner en même temps, c'était pas aussi facile que maintenant quand même. Et moi, non, pour la petite histoire, les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'est Adibou et Les Secrets de l'Oncle Ernest, quoi. Donc, assez loin d'être une geek. Ok, non mais c'est marrant parce que ça me parle vachement parce que moi aussi j'ai eu temps limité sur l'ordi. J'ai eu ce truc de connexion internet un peu n'importe quand. C'est moi j'avais un truc en moment, je crois quand je suis rentré en 6e, je me connectais 3 fois par jour pour récupérer mes mails. C'est le matin. Ouais. Une fois avant le petit-déj, une fois après le petit-déj, le soir. Alors que t'échanges des mails avec qui? Les gens que tu vois au collège, tu sais, la journée, c'est complètement stupide. Enfin bref, c'était marrant. Et effectivement, à l'époque, ça s'est arrêté quand mes parents ont découvert la facture où en fait, tu sais, tu te connectais. Et en fait, à l'époque, t'avais pas un forfait heure limitée, c'était avant ça. Et tu payais, la connexion coûtait hyper cher, la minute coûtait moins cher, mais la connexion, et du coup, 3 fois par jour. Quand ils ont vu la facture au bout du premier mois, je peux te dire qu'après, voilà, pour calmer sur. Regardez plus tes mails. Non, je regardais plus les mails. Et Adi et compagnie, les programmes éducatifs de l'époque aussi, ça me parle vachement. J'ai eu droit à ça. J'ai encore les chansons dans la tête. Si tu veux. Ouais. Ok, écoute, trop cool. Donc un peu prédestiné, mais finalement ça t'a rattrapé quand même sur le tard. Ouais, j'ai voulu résister, mais ça m'a rattrapé. Puis après, j'ai eu de la chance, et que du coup j'ai profité de ma césure pour découvrir ça. Donc en fait, j'ai pu faire une 3e année spécialisée informatique, là où je pensais faire une 3e année spécialisée énergie. Et puis après, j'ai commencé dans le groupe Théodo dont fait partie Paddock, et 7 ans après, j'y suis toujours. Ok. Et écoute, je te propose d'embrayer sur la question suivante. Est-ce que tu peux me raconter le pire souvenir pro de ta carrière? Le pire souvenir pro, c'est marrant parce que tu vois, quand tu me demandes ça, il y en a pas un qui me vient comme ça. Enfin, il y a eu énormément de moments durs, de moments de doute, etc. On pourrait dire que je peux faire la classique, être une femme et parler du syndrome de l'imposteur, et je veux pas faire ça. Mais donc il y en a plein. Il y a des moments durs. Je sais pas s'il y a eu un pire souvenir. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment frappé et qui est arrivé il y a pas longtemps. Donc je vais raconter ça. C'est pas forcément mon pire souvenir à moi, mais c'est potentiellement le pire souvenir d'un de nos nouveaux clients. En fait, on a un client qui est arrivé il y a quelques semaines. Parce qu'on construit des infra cloud, mais on les infogère aussi ensuite. Et puis donc il arrive chez nous, il veut changer d'infogérant pour X ou Y raison. Donc on signe avec lui.
Et en fait, un vendredi soir, il nous appelle, il nous dit, OK, en fait, mon infogéreur est en train de me faire du chantage. Soit je re-signe avec lui pour 1 an, soit mardi, il coupe mes serveurs. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, moi, j'adore ces moments-là parce que c'est le moment où on a l'impression de sauver la veuve et l'orphelin. Et du coup, avec mon engineering manager qui est sur le projet, on lui a dit, écoute, en vrai, nous, on est quand même assez clair sur ce qu'il faut faire. Ça nous est déjà arrivé de monter des infras comme ça dans un contexte hyper tendu. On sait qu'on sait faire. Fais-nous confiance et dis-lui, très bien, couper les serveurs mardi à 17h. On sera là. Et donc, on a réussi à monter la prod, faire la migration. Ouais. Je te mentirais si je te disais pas il y a eu quand même 2 heures de downtime mardi. Ouais. Mais en tout cas, on a le sentiment d'avoir été utile et d'avoir fait notre. Vous l'avez fait en combien, du coup? Vous l'avez fait en 3 jours, c'est ça? Donc, on l'a fait en 2 jours. On a commencé le lundi matin parce qu'on s'est dit, vendredi, organiser tout pendant le week-end. Enfin, ça va être vaut mieux être, donc, tu vois, on a dit à tout le monde, lundi matin, c'est 9h, au bureau, pas en télétravail, parce que là, faut être efficace. Et on a mis, en fait, on n'était pas tant que ça, en fait. On a mis 2 techs, hyper XP avec chacun un scope, un chef de projet qui mène tout le monde à la baguette, à la maille de la demi-heure et qui prend des sujets à débloquer. Le client avec nous qui est là, en gros, le product owner de l'application qui est là et qui est capable qui connaît, qui teste, etc. Et puis mon téléphone ouvert pour n'importe quelle question, pour trouver des ressources ou autre si besoin, quoi. Et donc, du coup, c'est pas du tout mon pire souvenir pro, mais en tout cas, c'est un des marquants où tu te dis, quand même des gens qui créent des surfroides à d'autres personnes. Et c'est légal, ce genre de chantage-là? Enfin, tu peux... Alors, je vais pas m'avancer là-dedans. Je pense que, honnêtement, c'est des pratiques commerciales qui de toute façon leur rendent pas justice. Mais j'imagine que s'ils le font, en vrai, c'est je sais pas. Okay. Ça doit être légal ou je sais pas. Et tu sais dire du coup ce que t'apprécies dans ces situations-là? Tu disais toi t'aimes bien cette espèce de pression-là. Mais tu sais, en introduction, je te disais je suis pas patiente. Ouais. En fait, quand t'as 48 heures, t'as pas le temps d'être impatiente, quoi. Et donc je pense que j'aime bien j'aime bien le côté il y a un problème et faut être hyper focus maintenant et le résoudre. Et puis je pense que j'aime bien ça parce que c'est aussi des manières de travailler où je suis forte et là où je vais être moins forte sur d'autres manières de faire. Mais je pense que moi, tu vois, par exemple, quand il y a un événement, je vais stresser beaucoup avant. Une fois que j'y suis, je faisais du rugby quand j'étais jeune, c'était un peu ça. Je stressais avant le match, j'avais pas envie d'y aller, j'avais mal au ventre. Une fois que j'étais sur le terrain et que t'avais fait ton premier plaquage, il y avait plus de stress, quoi. T'étais dedans, il fallait y aller. Et je pense que je retrouve un peu ça, le côté c'est pas le moment de s'embêter avec des angoisses, des questions philosophiques, faut délivrer. Ça, je trouve ça hyper cool. Puis le côté, enfin là, tu sais que tu l'aides, quoi, ton client. C'est hyper concret. Enfin... Ouais, je suis d'accord. Tu te sens utile, quoi. Ouais, clairement. Il y a un truc que je vois aussi dans ces moments-là, je pense, c'est le côté, tu sais, c'est le côté un seul objectif, pas trop à penser, à peser le court terme, le long terme. Tes décisions, finalement, elles sont faciles parce qu'en fait, elles sont tellement timées qu'il faut les prendre. Alors que des fois, tu sais, moi, je pense à quand je dois prioriser une roadmap produit, tu vois. Alors, t'es toujours en train de peser le long terme, le court terme, de mesurer et tout. C'est lourd, tu vois. Et c'est toujours en plus, c'est des discussions que tu dois tenir dans le temps, tu dois les remettre en question en permanence. Le moment où t'es dans cette situation-là, moi, j'aime bien aussi, je pense, ce côté, la vie est simple, entre guillemets. Mais c'est sûr. Alors après, la contrepartie, c'est que tu le payes ensuite. Parce que là, forcément, en 2 jours, quand tu montes une prod comme ça, t'as plus de pré-prod, les devs, ils peuvent plus rien tester le lendemain, donc faut que tu fasses ça. 2, tout est pas d'équerre. On va pas se mentir, on n'a pas fait une infra parfaite. Il y a eu des bouts de trucs pas terraformés, etc. Donc ça, tu rattrapes derrière. Mais en plus, généralement, derrière, c'est assez facile parce que t'as déjà prouvé que t'avais été utile, etc. Et donc c'est vrai que sur le moment, c'est top. Là, ça a un peu chamboulé toute la roadmap du projet et il y a quand même de la dette technique à rattraper. Ouais, à rattraper, ouais, c'est sûr. Ah, c'est clair. Ok, écoute, ça avait l'air sympa comme moment. Maintenant, du coup, alors, j'ai une question qui est ton expérience de prod la plus marquante. Donc, plus marquante que ça, puisque finalement, c'était quand même une expérience de prod marquante, je pense. Mais c'est un truc plus marquant que ça. Ouais, j'ai un truc plus marquant que ça qui commence à dater. Mais je pense que ça, pour le coup,
Alors, je suis pas non plus très âgée, j'en sais rien, mais je pense que ça va rester longtemps le truc le plus marquant. On a commencé à travailler avec BPI France en début 2020, et puis mars 2020 arrive le confinement. Et je me souviens, donc on était tous confinés. Moi, j'étais retournée chez mes parents en Bretagne, parce que en présentation, j'aurais pu dire que j'étais bretonne. C'est quand même un truc qui me caractérise. En tout cas, le fait de le dire. Je sais pas si c'est le fait de l'être, mais le fait de le dire. Et en fait, le jeudi après, moi, je me souviens, il y a le CTO de BPI France qui nous appelle et qui nous dit, en fait, l'État va proposer des prêts garantis par l'État. Il faut une plateforme pour récupérer le token qui dit que bah t'as bien fait une demande et t'en as fait une seule auprès d'une banque, etc. Okay. Il l'a confié à BPI France. Ça doit sortir mercredi matin prochain. Et donc là, t'as 5 jours pour le coup, pas pour déplacer une application qui existe déjà. T'as 5 jours pour concevoir une appli, la développer, l'héberger. Ouais. Et puis d'un point de vue infra, il est hors de question que ça tombe quand ça ouvre et quand ça sera annoncé, parce que c'est un peu, enfin, c'est l'image de l'État qui est en jeu. Tu peux pas avoir une plateforme KO alors que tu as des millions d'entrepreneurs qui sont en stress sur leur business. Tacler, ouais. Et là, c'est marrant parce que mais c'est comme, l'appel de vendredi dont je te parlais, c'est qu'en fait, tu réfléchis peu, tu te dis bah ouais, on va y aller, on va se débrouiller, enfin, on va trouver. Et en fait, c'est exactement le même processus. Et on était 3. J'avais pris un plutôt jeune ingé, hyper volontaire, pas chien fou, mais tu sais, qui a envie d'avancer, quoi, un peu impatient comme moi. Un autre ingé, pour le coup, plutôt, tu sais, le mec qui voit toujours ce qui va péter, qui dit toujours, alors attends, on pourrait faire ça, non mais alors attends, en fait, peut-être que... Et je me suis dit, si je mets les deux ensemble, je vais peut-être réussir à globalement prendre les bonnes décisions et quand même anticiper les gros trucs qui vont me péter à la figure, et en même temps, on va avancer et on va pas toujours être dans le ici. Pareil, un chef de projet débrouillard, tu vois, qui comprend un peu la tech. Quand tu lui dis faut que tu t'occupes de récupérer des certificats, bon, il sait ce que c'est, il te pose 2-3 questions et puis après il se débrouille. Et puis moi, donc là, pour le coup, là, on a travaillé le week-end. Il n'y a pas trop le choix quand même. Ouais. Mais on s'est fait un jeudi après le mercredi matin pour sortir la plateforme avec des petites sueurs froides, parce que le lundi, le nom de la plateforme change, mais du coup, bah, tous les certificats, faut tous les refaire. La veille, l'URL de production qui est diffusée dans un média parce que les gens disaient vous allez pouvoir vous connecter là. Sauf que nous, on n'avait fait qu'une prod. Donc, en fait, on a commencé à voir les gens arriver à déposer des dossiers, sauf que c'était pas branché derrière. Okay, donc, on a dû coder une page HTML en 2.2 en disant attendez, revenez demain, et appeler les mecs qui avaient déjà déposé des dossiers en disant attends, en fait, il faudra que tu le refasses demain parce que là... Mais donc, en vrai, c'était hyper intéressant d'un point de vue projet, d'un point de vue tech, et puis dans une période où tu te dis tiens, c'est marrant, quand même, les postes qui servent, c'est les gens qui permettent de te manger, qui te permettent de soigner. Moi, qu'est-ce que je fais là? Voilà, tu comprends à quoi tu sers, quoi. Il y a un gros côté, on parlait d'utilité, il y a un gros côté où ça te parle. Juste que je comprenne bien la plateforme. En fait, la plateforme, c'était une interface pour les banques, c'est ça? C'était une interface et pour les entrepreneurs et pour les banques. L'objectif, c'était qu'en fait, un entrepreneur, avant d'aller voir une banque pour faire un prêt, il disait voilà, je déclare que je veux faire un prêt de temps. Une fois qu'il avait son prêt, il disait bah j'ai bien fait mon prêt avec telle ou telle banque, et ça permettait en fait de suivre l'évolution de la poche, parce que je vais me tromper parce que je suis nulle en ordre de grandeur, mais je crois qu'il y avait 300 milliards de prêts possibles. Et donc, bah, c'était aussi pour monitorer cette enveloppe-là. Mais donc, il y avait, d'un point de vue applicatif, ils ont carburé aussi, parce qu'il y avait tout un sujet d'identification, d'authentification, comment tu t'assures que tu as bien la bonne personne en face. Fallait mettre en place un SAV parce que c'est sûr qu'il allait avoir des bugs. Je me souviens qu'un des bugs qu'on a eu, des bugs à la con, mais bon, quand t'as 5 jours, t'oublies des trucs, c'est toutes les codes postales qui commençaient par 0, ils étaient tronqués, donc ça faisait un code postal à 4 chiffres, et du coup, ça marchait pas. Enfin, des trucs un peu bêtes, mais bon, ça a été... Ouais, tu peux pas tout anticiper. Hein, ouais. Et du coup, les banques, après, derrière, elles avaient un back-office pour aller checker ce qui se passait, c'est ça ou... Ouais, alors elles l'ont eu un petit peu plus tard. D'accord, au début, c'était juste collecter la donnée. Ouais. Ok. Et je voulais rebondir sur un point qui était intéressant dans ce que tu disais, qui était cette histoire de choisir des profils complémentaires, qui est un truc qui est assez... moi, je trouve ça important. J'ai un peu vécu exactement ce cas que tu décris, où tu sais, t'as le profil, effectivement, qui a plein d'idées, et le profil qui voit tous les problèmes des idées, tu sais, qui est un peu optimiste et pessimiste. Et c'est des gens que tu les prends séparément, tu regardes, tu dis, bon...
Il y en a un, tu lui dirais calmos, tu pars dans tous les sens, et l'autre, tu te dis, attends, mais tu peux pas voir le positif, t'arrêtes, tu vas jamais avancer. Et en fait, c'est vrai que c'est des trucs, des personnes, quand tu les mets ensemble, si elles arrivent à fonctionner, tu vois, ça marche hyper bien. Il y a une espèce d'alchimie entre ce genre de profil enfin voilà, moi j'ai déjà expérimenté ça et je trouve ça fou, donc c'était malin. Ouais, je suis d'accord avec toi, et tu disais un truc intéressant. Tu dis si ça marche. Et en fait, moi, je me souviens, je leur ai expliqué pourquoi je les avais choisis eux. Donc, il y a un côté où tu sais, ils s'appellent Manu et Rémi en l'occurrence. Et Rémi, je lui avais dit bon, c'est pas tant qu'il est pessimiste, c'est qu'en fait, il est jamais assertif. C'est toujours éventuellement peut-être, mais il pense à. Et je leur avais dit en fait pourquoi c'était eux deux, comment je voulais qu'on fonctionne, etc. Donc du coup, les deux se mettent en mode, ok, ma personnalité, c'est mon rôle, mais mon rôle, c'est aussi de pas rester campé sur mes positions et et d'aller dans le bon sens, quoi. Ouais, de faire des compromis sur ta façon un petit peu d'être et de voir les choses. Ok. Non, mais très cool. Alors, j'aime bien ce sujet parce que je trouve que c'est toujours un sujet quand on recrute. J'en avais parlé avec Jérémy Krebs là de Matera sur ce podcast. Justement, quand tu recrutes, t'as tendance à recruter des gens, tu sais, on appelle des A-players qui sont hyper bons machin, alors qu'en réalité, ce que tu veux, c'est construire une équipe complémentaire. Et c'est important, c'est ton équipe qui est forte. C'est pas chaque personne prise individuellement. Et juxtaposer des gens très forts individuellement, parfois ça marche pas en fait. Donc c'est clair. J'avais déjeuné quand j'étais toute jeune CTO, mais ça faisait genre 2 mois. Enfin, j'avais même pas d'équipe à proprement parler. Il m'avait dit il m'avait dit quelque chose que maintenant je transforme en citation parce que je trouve ça hyper intéressant. Il me parlait de construire une équipe et il me disait mais en fait construire une équipe c'est comme planter une forêt. Les forêts de bouleaux avec des arbres qui sont tous à 1 mètre les uns des autres, tout droit et tout, c'est hyper moche. Personne va se balader dans une forêt comme ça. Et en fait, il me disait, toi, ton enjeu, c'est de construire une forêt qui ressemble à une vraie forêt. Donc, t'as ton vieil arbre un peu tout tordu. Des fois, il te casse les pieds. Mais en fait, grâce à lui, il y a des jeunes qui poussent un peu en dessous. Et puis, t'en as un... il a l'air toujours à l'ouest, toujours malade, mais en fait, il fait partie de l'écosystème. Enfin, et je trouvais ça hyper intéressant. Il me disait, en fait, tes arbres tordus, t'en as besoin. Donc, t'as besoin de profils aussi, justement, pas les A-players auxquels, où on a des définitions. Dans la tech, on a des définitions de 3-4 profils, ou 2-3 profils hyper type de mecs ou nana d'ailleurs, qui carburent. En fait, effectivement, on construit ton équipe et faisant une jolie forêt. Et je trouvais, je repense souvent à ce truc-là. Tu vois, notamment des fois quand il y a des gens qui vont pas être d'accord avec toi, tu te dis, ouais, ça fait 100 fois que j'ai ce débat-là, etc. Peut-être tu te dis, non, mais c'est mon arbre tordu. Et en fait, il est là pour une raison. Et c'est... Ouais, et puis j'apprends des trucs, et puis c'est comme ça, on se complémente, et ça rejoint j'aime bien la métaphore de la forêt aussi, parce que quand tu parles des sujets de biodiversité, notamment, quand tu spécialises, en fait, des endroits où tu fais des cultures, des monocultures, en fait, souvent, elles sont moins résilientes, que des cultures dans des environnements, voilà, donc c'est un petit peu la citation aussi, tu sais, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Voilà, tu juxtaposes plein de gens tout seuls qui vont très vite, en fait ils vont moins loin. Donc c'est clair. Ok, bon, je te rejoins beaucoup sur ce sujet-là, hyper intéressant. Question suivante, du coup, si ça te va. Ouais. Ton plus gros, alors je mets regret ou erreur de CTO. Ça te... Ah ouais, c'est marrant. Alors je vais plutôt dire erreur, mais c'est dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. Moi, j'ai un profil. Je sais pas si tu connais le principe du T-shaped développeur. En gros, c'est toi, soit tu as des compétences très horizontales, donc tu sais pas beaucoup de choses, mais tu connais beaucoup de choses. Et soit tu es très vertical, et donc en fait, tu as une expertise très précise. Et globalement, c'est manager VS IC, entre guillemets. Moi, je pense que individual contributor, ouais, c'est ouais. expert en fait. Ouais, c'est ça, expert dans un domaine technique généralement. Moi, je pense que tu l'auras compris, les auditeurs aussi. Je suis plutôt profil manager, un peu touche à tout. Et en fait, je pense que j'ai mis beaucoup de temps. Tu vois, ça fait 5 ans que je suis CTO. Je pense que les 2 premières années, j'ai managé mes experts exactement comme mes managers. Et en fait, ça marchait pas très bien, quoi. J'essayais de les faire rentrer dans un cadre de manière de penser, de manière de fixer des objectifs, qui était pas le bon. Et en fait, en plus, je pense que je m'en suis pas aperçue tout de suite. Du coup, bon, pendant 2 ans, je leur ai un peu tapé dessus. Et en fait, après, au lieu de repenser mon mode de management, j'ai juste pu manager. Tu vois, donc, je discutais avec eux, etc. Mais en fait, du coup, je m'étais dit, bon, moi, faut pas de cadre. Et en fait, il y a certains des experts qui se sont retrouvés en mode, je sers à quoi? Enfin, en fait, j'ai pas de but, j'ai pas d'objectif. Parce que du coup, je m'étais dit, je leur mets trop d'objectifs, donc je leur en mets plus. Mais une fois qu'ils en ont plus, en fait, ça leur va pas non plus. Et j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Et j'ai eu du mal
trouver un moyen qui marche. Honnêtement, je sais toujours pas si j'ai un moyen qui marche vraiment bien. Okay. Par contre, je pense que la grosse différence, c'est aussi que j'en parle avec eux et que on a aussi en équipe, en fait, on a formé une équipe dans ces duos de manager et ils savent que bah voilà, c'est pas ma zone de confort et que quand je vais manager des gens qui ont mon même profil, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de moments, tu sais, où je raconte un truc et je sais exactement ce qui se passe dans leur tête. Je me dis ah oui, mais j'étais là il y a 3-4 ans et donc c'est hyper facile et là c'est moins facile, mais c'est et voilà, et je pense que j'aurais pu m'en rendre compte plus vite. Je pense que j'aurais pu demander de l'aide. Tu vois, c'est un sujet où j'ai toujours pas trouvé ma méthode, ma manière de faire, on va dire. Donc je pense que ça c'est une de mes grosses erreurs, ouais. Bah après déjà le simple fait d'en avoir conscience de ça, tu sais ce truc de quand tu disais bien en fait quand t'as quelqu'un qui te ressemble, alors on se trompe quand même malgré tout parce qu'on n'est jamais tout à fait pareil, mais quand t'as quelqu'un qui te ressemble, tu peux lui proposer ton chemin parce que tu dis si on se ressemble et qu'on fonctionne un peu pareil, mon chemin il a des chances de marcher pour toi. Ouais. Et quelqu'un qui te ressemble pas ou moins, ton chemin, bon, la probabilité qu'il marche, elle est beaucoup plus faible. Et c'est là que du coup, comme tu dis, je pense discuter avec et savoir qu'en fait ton chemin il est peut-être pas le bon. Tu vois, tu peux présenter ton chemin et tu peux dire voilà qu'est-ce qui marcherait pas pour toi, mais co-construire. Moi, ça me parle pas mal ce truc-là. Essayer en fait avec la personne de trouver son chemin à elle plutôt que de lui donner des conseils qui en vrai bah, ils ont marché pour toi, mais t'es unique, quoi. donc, Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est pas ma seule erreur, mais tu vois, c'est celle qui me vient et j'en ai d'autres en tête. En vrai, plutôt en termes de vision, tu vois, c'est toujours dur pour moi d'être hyper clair sur une vision technique. Je trouve que c'est quelque chose qu'on attend beaucoup des CTO et en même temps, moi, j'ai toujours pas trouvé la recette magique pour en avoir une à jour, inspirante, etc. Mais quand tu dis une vision technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une roadmap de quels outils on va intégrer, Alors non, moins parce que tu sais, en plus nous dans le monde du service, donc c'est vrai qu'on n'a pas cette notion de roadmap, etc. Mais de se dire ok, nous je pense qu'il y a un choix que j'ai très bien fait quand on a commencé Paddock, c'est qu'on a 2018, c'était le début de la vague Kubernetes et on l'a bien prise, tu vois. Et là de se dire ok, maintenant c'est quoi le sujet, c'est quoi le et en fait bah moi n'étant pas experte, j'ai sûrement plus de mal à le voir. Et je pense que j'ai oublié que c'était un travail de longue haleine. Enfin, que c'était pas un sujet que tu fais de temps en temps, une fois, mais que c'est quelque chose que tu travailles régulièrement, poser tes questions, comprendre autour, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est un truc sur lequel je suis en train de revenir dessus et j'apprends de mes erreurs. Mais voilà, une deuxième erreur, allez, pour c'est le. le côté deux pour le prix d'une. C'est le côté un peu où en fait il faut que tu continues à te cultiver sur le sujet en permanence en fait en ayant une veille technique. En fait, c'est un peu ça. C'est vrai. Et je pense qu'en fait, des fois, quand t'es CTO, t'as tendance à te noyer enfin, c'est facile de se noyer dans le quotidien, justement, roadmap produit, gestion des projets, gestion des équipes, management, etc. Et des fois, t'en oublies un peu que c'est aussi ton job de prendre du recul et au-delà du quotidien, de se dire, OK, j'emmène où mon équipe? Enfin, c'est quoi le phare, quoi. Ok, ouais, construire la vision en même temps que tu gères le quotidien, c'est jamais facile à balancer, effectivement. Ouais. Ok, bon, 2 erreurs pour le prix d'une. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, une question un peu plus perso, du coup, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été dans la tech? Vu qu'en fait, à la base, tu voulais pas aller dans la tech. Alors du coup, j'aurais pas fait chef de projet en énergie. Je vais te répondre, c'est marrant parce que je vais te répondre un truc très précis. Alors, je vais pas être arrogante, je vais pas dire j'aurais fait ça parce qu'il y a un job comme ça, donc si ça se trouve, je l'aurais pas eu. Mais je pense que j'aurais adoré être directrice de course du Vendée Globe. J'aime beaucoup la voile, enfin Bretagne, voile, tout ça, voilà. C'est un truc qui me plaît beaucoup en dehors du trail. Et en fait, surtout, mais tu vois, si on revient aux deux souvenirs de prod, deux expériences de prod que je t'ai données, c'est un peu la même chose. C'est que, en fait, le Vendée Globe, c'est une course, donc c'est une course en bateau en solitaire autour du monde qui dure entre 60 et 90 jours. Et bah, quand t'es directrice de course, t'es responsable que ça se passe bien, quoi, que les mecs reviennent à bon port, tu prennes les bonnes décisions en termes de zones dans lesquelles ils peuvent ou ils peuvent pas aller. Et notamment régulièrement, tu te trouves à coordonner des sauvetages, notamment dans les eaux assez froides. Et donc, je pense qu'il y a un côté très pendant la course, bah t'es en gestion de crise permanente en fait.
Et puis, je relie ça aussi au métier que je fais actuellement. Mais en fait, tout avant la course, tu as une deadline qui est, le Vendée Globe, il doit partir le dimanche X novembre. Et en fait, bah, toi, tu dois tout préparer pour que le dimanche X novembre, ça parte, quoi. Et ça parte bien dans les bonnes conditions. Donc, je pense que il y a un parallèle finalement avec mon quotidien qui est assez. Non, ça ressemble effectivement à ce que tu disais sur les projets, mais il y a un truc que on n'a pas évoqué peut-être. Moi, un truc qui me parle là, du coup, c'est aussi le fait que ces sujets-là aient une fin. Tu vois, tu sais qu'ils vont finir. Oui. Et qu'après tu vas les mettre derrière toi. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc. Moi, je me fais accompagner par une coach qui est géniale. Et c'est un truc donc elle m'a aidé à prendre conscience, c'est que moi je suis très forte pour démarrer des trucs, pas forcément pour avoir des idées. Tu vois, les gens ont des idées, moi je me dis intéressante cette idée-là, je vais la prendre, je vais en faire une V1. Tu vois, on a fait tout un travail sur avoir une théorie de la qualité. J'ai adoré construire notre framework. Donc, pour nous, une infra, elle doit être rose. C'est résiliente, opérable, sécurisée et avoir une bonne expérience de dev. Et du coup, on a un score, etc. Et moi, j'avais fait une V1, ça faisait un score sur 20. J'avais fait un beau slide pour qu'on puisse le montrer sur chacune de nos infras et tout. Et en fait, on a, je sais pas, 30-40% de nos projets qui l'ont adopté. Et en fait, moi, je m'arrête là. Tu vois, le rang de faire la V2, de faire l'extra miles pour comprendre, etc. Et en fait, c'est un truc qui m'a vachement aidé, c'est que c'est là où avant, je me forçais à essayer de le faire, mais du coup, je le faisais mal, j'étais pas motivée. Elle m'a fait comprendre que non, moi, j'étais une lanceuse et qu'en fait, il y a des gens, c'est des finisseurs. Et du coup, maintenant, je suis vachement aussi plus à l'aise à me dire, moi, je démarre des trucs. Mon job, c'est de faire la passe. Je peux pas, par contre, là, j'ai eu vachement de chance parce que sur ce sujet-là, en l'occurrence, il y a trois SRE chez moi qui m'ont dit, hyper intéressant ton truc, mais là, c'est un peu en train de péricliter. File-nous les clés du camion et on en fait quelque chose. Et on en est à la V3. Et tu vois, maintenant, on a une interface web, on a 100 critères. Enfin, c'est vachement plus précis, vachement plus motivant et tout. Mais là, j'ai eu de la chance. Et en fait, le truc maintenant, je sais que mon job, c'est de démarrer des choses, de trouver à qui je fais la passe, de m'assurer que la passe, elle arrive correctement et pas dans les chaussettes. Et ensuite, je sors le sujet de ma tête et je reviens à ce que tu dis, c'est que moi, j'aime bien finir des choses. Mais j'ai mis vachement de temps à le comprendre et du coup à être meilleure parce qu'à accepter qu'il y a des choses que je savais pas faire. Et moi, des sujets plutôt long cours de run, bah, je sais pas faire. Ouais. Ok, c'est intéressant ce truc-là. C'est pareil, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu. Au lieu d'essayer d'être fort partout, tu sais, t'as des choses pour lesquelles t'as naturellement un talent, d'autres moins. Et souvent, on essaye de mettre les gens dans des cases où il faut qu'ils sachent tout faire. On reparlait des A-players, on parlait du T-shaped aussi. Capitaliser sur ses forces, c'est à la fois ce qui t'épanouit et ce qui te fait entre guillemets briller aussi. C'est clair. Donc si t'arrives à trouver les complémentaires, c'est ça aussi. Le problème, c'est quand t'as pas les personnes complémentaires, c'est là que ça et on en revient à la forêt. Exactement. La boucle est bouclée. Excellent. Bon, écoute, top. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion de le faire. On verra si c'est un projet futur, directrice du Vendée Globe. Écoute, je repenserai à toi et à Tronche de Tech si ça arrive. Ça marche. Tu me feras de la pub. Bien sûr. Est-ce que tu as une passion en dehors de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, j'ai toujours du mal avec le mot passion parce que je sais pas si je suis passionnée, mais en tout cas, il y a d'autres trucs qui occupent mon cerveau que la tech. La Saint-Élion en témoigne. J'aime beaucoup le trail, j'aime beaucoup être dehors. Je pense que il y a un lien aussi avec le Vendée Globe. Il y a un côté être dans la nature, dans les éléments. T'es très cohérente dans tout ça. Et sinon, je fais pas mal de tricot et de couture. Voilà. Et je pense qu'en plus, ma théorie, c'est qu'il y a un grand parallèle entre la couture et la tech. Parce qu'en fait, mais je pense d'ailleurs, c'est la couture, mais à mon avis, ça doit être valable avec beaucoup de sujets de l'artisanat. Mais en fait, quand tu fais une robe ou un manteau, je sais pas, je suis en train de me faire un manteau en ce moment, bah, c'est comme quand tu construis une appli, tu fais, d'abord tu choisis ton tissu extérieur, ta doublure, tes boutons, bah ça c'est ton langage, ton cloud provider et ta CI/CD. Et puis après tu fais ton patron, donc tu designs ton manteau, bah là c'est la conception de tes archis logiciels, ton archi infra. Et puis ensuite tu te mets à coudre et là c'est tu codes et puis t'essayes, là c'est ta mise en prod V1 et c'est moche, mais bon tu te dis c'est comment ça ressemble à un manteau, et puis après tu l'enlèves, tu continues. Donc je trouve qu'il y a un parallèle là-dessus, quoi. Tous les choix qu'il y a à faire, c'est marrant que tu y trouves parce que tu vois, donc moi de très loin, je suis pas du tout connaisseur de ce truc, même si ma maman elle en fait un peu, tu vois, mais je me suis jamais vraiment intéressé au sujet. Mais de l'extérieur, en fait, t'as l'impression
pareil, je vais dire ça avec un côté très naïf, mais que c'est très quelque chose pour se reposer la tête justement. Et toi, dans ce que tu décris, tu trouves une satisfaction au-delà de l'artisanat, tu vois, au-delà de faire, tu trouves une satisfaction aussi intellectuelle en fait, ce qui est pas du tout un truc que j'avais en tête. Ouais, je pense que ce que j'aime bien, c'est que moi, tu vois, je sais pas méditer. J'ai essayé plein de fois de me mettre à la méditation, j'y arrive pas. J'ai essayé de mettre plein de fois au yoga, j'ai jamais réussi. Et là, j'ai trouvé un yoga il y a quelques mois que j'adore, qui est le yoga Iyengar. En fait, j'adore parce que t'as une prof qui te parle tout le temps, qui est toujours en train de te dire ton mollet là, machin, etc. Et en fait, c'est pas du tout dans le flow, l'énergie comme on pourrait. Mais en fait, c'est hyper concret, c'est assez technique et en fait t'es focus. Enfin, tu peux pas penser à autre chose que ah oui, alors attends, elle veut que je tourne ma jambe comme ça, mais je peux pas tourner ma jambe comme ça. Pourquoi et etc. Et en fait, la couture, moi, c'est un peu pareil, c'est que ça me met dans un état de méditation. Parce qu'en fait, si je veux pas faire ma couture n'importe comment, couper au milieu de ma poche ou autre, bah, je suis obligée d'être 100% focus là-dessus. Ouais. Et je pense que c'est aussi ton flot de pensée, en fait. Exactement. Et en fait, je pense que c'est aussi un pied de nez entre guillemets à ma semaine où bah quand tu manages 80 personnes, enfin je manage pas 80 personnes en direct, mais quand tu as une boîte de 80 personnes, bah en vrai ta journée elle est timée par bout de demi-heure et par appel par-ci et par je réponds à machin sur Slack. Et donc je pense qu'il y a un côté un seul projet qui me plaît bien et qui me ramène à mes heures de dev quand j'étais encore chez Théodo. Non, mais du coup, c'est ok. Ça me parle pareil beaucoup. Moi, j'ai, comme toi, je pense beaucoup de mal à tu sais, à arrêter un petit peu mon cerveau, tu vois, en fin de journée et tout. Et typiquement, bon, la méditation, j'ai jamais réussi non plus. Et des fois, je vais courir, tu vois, ça me détend. Mais quand je cours, je trouve que tu continues à penser, en fait, quand tu cours, parce que c'est très mécanique. Et là, récemment, j'ai commencé à faire de l'escalade. Et l'escalade, c'est très différent. Ça te force à réfléchir. Et du coup, tu peux pas penser à autre chose. Et du coup, comme toi, je pense avec la couture, avec le yoga, t'as ce truc qui t'interrompt ton flot de pensée, qui te le remplace par autre chose. Ouais. Je pense qu'il faudrait savoir arrêter nos flots de pensée. Je pense que ça serait. Mais voilà, du coup, je m'y retrouve comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un subterfuge, mais bon, qui on fait avec ce qu'on arrive à faire pour l'instant. Ouais. Ok, bah, excellent. Est-ce que t'as un livre tech préféré ou, enfin, en tout cas. Alors, j'ai pas un livre tech préféré. Je suis pas une très grande consommatrice. Par contre, j'ai un livre sur le leadership préféré. C'est un livre qui s'appelle Turn the Ship Around de David Marquet que j'ai découvert récemment. J'aime beaucoup. C'est un commandant de sous-marin militaire, enfin de la Navy, de la US Navy. Et en fait, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il t'explique comment faire émerger le leadership par le bas. Et enfin voilà, et c'est plein de petits tips, notamment un des tips qu'il donne, c'est toujours demander à tes équipes ce qu'elles ont l'intention de faire. Et en fait, ça te permet elles de commencer à réfléchir et toi de rectifier vs toi arriver et dire faut faire ça ça ça. Et vraiment le I intend to, enfin c'est un truc qui m'a marqué, que j'essaye de faire le plus possible. J'y arrive pas toujours, mais ouais, je trouve qu'il est top pour le coup. Du coup, c'est marrant, le I intend to, c'est en fait, si on l'applique à la tech, comment tu peux le décliner tu vois, c'est concret? Quelqu'un qui va venir te voir, qui va te dire je sais pas comment faire ça. En fait, tu vas pas lui dire fais ça ça ça. Tu vas lui dire ok, si tu devais le faire quand même, en fait, quelle intention t'aurais, comment tu le ferais quoi. Et c'est vraiment t'obliger à et du coup, mais c'est intéressant parce que c'est aussi en dédramatisant l'échec. Enfin, si toi tu corriges, c'est pas grave quoi. Mais ça met aussi les gens en confiance et en position d'ownership, en position de je dois proposer quelque chose et pas juste dire ok c'est pourri. Enfin ça, je pense qu'on a tous des moments où on a envie de dire bah oui bah ça c'est nul. Ok, et qu'est-ce que tu ferais du coup? Ok. Non, mais ok, ouais, intéressant. Je note ce truc parce que je pense que ça peut me servir. Je le lirai, je pense. Il y avait d'autres trucs qui t'avaient marqué dans ce bouquin? Alors j'ai plus le souvenir, mais tu vois, je me dis régulièrement qu'il fallait que je le relise. Donc c'est vraiment un bouquin il est décliné pour du management en fait. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment. Et puis t'as des chapitres. Enfin, ça se lit assez facilement. Tu vois, moi je suis pas une grande lectrice en anglais notamment. Et bon, même si j'imagine que maintenant il a été traduit, mais ça se lit assez facilement et c'est très activable, j'ai trouvé. Ok. Bah écoute, bon conseil alors, je me le note. Bon écoute, Aurore, on a fait un bon tour là, je pense. C'était hyper intéressant, c'était chouette. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin?
Ouais, avec plaisir. Déjà merci pour, enfin c'est pas un mot de la fin, j'en donnerai un autre, mais merci pour l'invitation. J'ai passé un super moment et j'espère que c'était un minimum intéressant ce que ce que je vais raconter. Mais non, je pense que le mot de la fin, tu vois, si je devais un peu résumer nos échanges, c'est que moi, tu vois, en 7 ans, j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai fait du dev web, du dev mobile. J'ai managé 4 personnes. Maintenant, on est 80. J'ai jamais rien fait dans les règles de l'art. Enfin, je veux dire, j'ai pas pratiqué assez pour dire que je suis une très bonne manageuse, que j'étais une très bonne dev. Non, c'est faux. Je suis pas une très bonne DevOps. Je pense que l'importance de comprendre ce qui nous fait plaisir, quelles sont nos limites et de composer avec, en fait, c'est hyper précieux parce que c'est à ce moment-là où tu deviens quelqu'un qui donne de l'énergie, même quand des fois t'as des demandes de justement, je peux pas ça, j'ai pas envie de le faire. Parce qu'en fait, c'est pas mon type de projet. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un avec qui le faire? En fait, ça met tout de suite dans une énergie positive et constructive. Okay. C'est un mot de la fin un peu philosophique, mais mais ce sera mon mot de la fin si ça te va. Ah ouais, c'est toi qui décides. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. C'est ton mot de la fin. C'est top. Ok, écoute Aurore, merci pour tout ça, c'était chouette. Je te dis à bientôt et puis bonne journée. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt. Avec plaisir, salut Aurore. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.